Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Les vraies voix jusqu'à 19h exceptionnellement, puisque de 19h à 20h, les vraies voix de l'immobilier seront en direct du Salon Rent Porte de Versailles, en direct du plateau Rent Channel, avec Sylvain Lévy-Valency, sa bande et les invités. Au menu des vraies voix pour le grand débat qui va commencer dans quelques instants. Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Une voiture a fauché 10 personnes aujourd'hui. Dans l'île d'Oléron, à Doluce-d'Oléron et à Saint-Pierre-d'Oléron. 10 personnes ont été fauchées, 5 ont été blessées, dont 2 en urgence absolue. Et pour le moment, vous dites à 87% sur Twitter que nous sommes en insécurité partout. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat. Je suis venu ici sur l'île d'Oléron suite au fait dramatique de ce matin. À partir de 8h40, un individu à bord de son véhicule a perpétré un périple au cours duquel il a volontairement, j'insiste, percuté un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur son chemin. C'était des personnes qui pouvaient être à vélo ou à pied. Nous avons 2 personnes qui sont gravement blessées en urgence absolue, 3 personnes en urgence relative. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez reconnu Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, mais nous retrouvons tout de suite pour quelques minutes Thibaut Brejkov, le maire de Doluce-d'Oléron. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, que s'est-il passé en début de matinée sur le territoire notamment de votre commune, mais également de celle de Saint-Pierre-d'Oléron? Eh bien, un jeune homme a pris son véhicule pour s'engager sur un périple meurtrier. Il est parti donc de la Cotinière et après a parcouru la commune de Doluce pour ensuite retourner sur la commune de Saint-Pierre. Et à chaque fois qu'il croisait un piéton, un cycliste, eh bien, il essayait de les faucher, il leur a foncé dessus. Et malheureusement, eh bien, 5 personnes ont été directement touchées, d'autres l'ont évité. Mais parmi les 5 personnes qui ont été touchées, 3 sont dans une situation, je dirais, plus légère. Mais par contre, on en a 2 qui sont encore dans un état grave et qui sont à l'hôpital de Poitiers. Parmi les blessés, il y a des personnes qui sont des résidents de votre commune? Oui, tout à fait. Les 2 personnes qui ont été touchées sur Doluce sont des résidents de Doluce. Voilà, ils faisaient leur vie normalement, ils ne demandaient rien à personne et malheureusement, eh bien, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont croisé la route de cet homme qui était dans cette course folle. Et est-ce qu'il était connu dans une des communes où il était, comme a priori il résidait lui sur place? Est-ce qu'il avait des antécédents? Vous auriez des informations dans ce domaine, monsieur le maire? Alors effectivement, il était connu de la part de la gendarmerie, mais pour des faits de droit commun plus mineurs, c'est-à-dire bon, a priori il aurait touché à de la drogue, il aurait voilà, c'est des choses qui sont, il n'était pas connu de manière positive. On savait qu'il avait des comportements qui n'étaient pas, je dirais, très carrés, mais par contre jamais il a été identifié de la part de la gendarmerie, ni par son entourage, ni par nous, qu'il y aurait des actes, enfin qu'il y aurait une radicalisation et encore moins une radicalisation qui mènerait à de tels actes. La commune dont vous êtes le maire, Doluce-d'Oléron, c'est environ 3700 habitants, c'est bien ça? Oui, nous sommes une petite commune, 3300 habitants à l'année, le triple l'été. Oui. On a un territoire balnéaire, touristique, qui est connu plutôt pour ses plages, pour ses bonnes huîtres. Oui. On associe souvent notre territoire aux vacances et aux loisirs. Et normalement, enfin, c'est le genre de choses qui nous arrivent jamais. Pour nous, on est extrêmement surpris face à de tels actes, mais on l'est d'autant plus sur un territoire comme le nôtre. Moi, je vais vous le dire. Sur Oléron, souvent les actes dont on fait part, c'est des problèmes de voisinage, des nuisances sonores le soir, mais jamais un semblant de délinquance aussi grave, aussi violente, intentionnelle, etc. Non. Dernière question, comme vous devez nous laisser, c'est le sentiment à Doluce-d'Oléron, c'est plutôt la sidération, la révolte, c'est quoi?
Ah ben nous, c'est un choc total. C'est à la fois un mélange de colère, d'incompréhension, de se demander si c'est vrai. En fait, même moi, je l'admets en toute franchise. Moi, face à ces événements-là, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je ne me sens plus dans le monde réel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à Doluce pour qu'on en arrive là? On ne comprend pas. Voilà, c'est la colère et une espérance maintenant, voilà, que pour les victimes, que ça s'arrange, que les personnes soient bien soignées et se rétablissent bien dans les prochains jours. Et en même temps que on a une pensée aussi pour les familles des victimes, et on espère que les services de gendarmerie et les enquêteurs vont pouvoir mettre toute la lumière sur ces faits, et en même temps vont pouvoir nous donner des réponses à nos questions, de pourquoi lui, pourquoi ici, oui. Pourquoi ce passage à l'acte, etc. Donc pour nous, on a un certain nombre de questionnements dont on a besoin de réponses. Merci beaucoup Thibaut Brejkov. Je rappelle que vous êtes maire de Doluce-d'Oléron et recevez, ainsi que vos administrés et que ceux de la Cotinière et de Saint-Pierre-d'Oléron, tout le soutien bien évidemment de Sud Radio. Merci à vous. Philippe Bilger, quand vous entendez ça, on est en insécurité partout, parce que l'île d'Oléron, il n'y a pas plus calme que l'île d'Oléron. Si, peut-être l'île de Ré ou l'île Dieu, mais c'est quand même des lieux particulièrement calmes, théoriquement. Bien sûr, en réalité, même si on ne sait pas tout sur la personnalité de celui qui a commis ces actes criminels, on ne sait pas s'il agit seul ou dans le cadre d'une organisation. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus, on veut montrer que la France peut subir des attentats partout, même dans les îles, à l'île d'Oléron, qui était jusqu'à maintenant un lieu préservé et destiné à des vacances, à du loisir, et pas du tout à l'horreur d'un acte perpétré de cette manière. Donc je crois qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut plus se sentir en sécurité où que ce soit, avec parfois des parenthèses, heureusement. Mais tout de même, la France aujourd'hui n'est plus sûre partout où nous avons à la connaître et à l'apprécier. Sébastien Ménard. Moi, j'ai envie de vous répondre, Monsieur Bilger, c'est donnez-moi un endroit du monde où vous êtes en sécurité. Le monde moderne. A priori, Dubaï, on est en sécurité totale. Singapour. Il y a d'autres niveaux d'insécurité. Monaco. Oui, d'accord. Enfin, Monaco, des endroits où le prolétariat domine. D'accord, très bien. Je vais quand même aller un petit peu plus loin. Plus vous avez, je dirais, d'humains sur cette planète, et plus vous avez de chances de rencontrer des gens abîmés, des gens détraqués et susceptibles quelque part de dérégler, des systèmes bien installés ou de bousculer l'ordre établi. Alors, des fois, dans un langage un peu plus châtié sur cette antenne, j'ai envie de vous dire, il y a de plus en plus de tarés. Voilà, mais il y a ce qui est pas faux non plus. Voilà. Ce qui est vrai. Et il y a de plus de tarés partout. Donc, moi, j'ai pas envie de stigmatiser notre pays, la France. J'ai pas envie de stigmatiser. Voilà, il y a une recrudescence d'incivilité, de délits, d'actes répréhensibles, d'actes criminels. J'ai envie de dire dans tous les pays développés, très développés, pour des raisons qu'on pourrait tout autant développer ici ou pas. Mais voilà. Mais donc, c'est pas plus la France que l'Allemagne, c'est pas plus l'Allemagne que l'Angleterre, c'est pas moins l'Angleterre que les États-Unis. C'est proportionnel à la population et c'est proportionnel, j'ai envie de dire, aux difficultés, aux tensions que peuvent connaître un certain nombre de pays et qui ont des conséquences sociales, mentales, intellectuelles, politiques. Évidemment. Donc c'est pas plus la France ou moins la France, c'est aussi en France. Donc comme c'est partout, on doit se consoler. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Presque. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, ça va se retrouver, mais après une courte pause, on vous pose cette question. #Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous pouvez voter bien évidemment sur X. Et pour le moment, vous dites oui à 89,5%. Venez témoigner. Tiens, vous habitez l'île d'Oléron, vous connaissez bien le lieu, vous avez déjà été témoin d'une attaque. Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et Sébastien Ménard, et on vous pose cette question. Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous dites oui à 89%. Vous savez ce qui s'est passé? Un automobiliste a fauché
10 personnes ce matin, 5 vraiment blessés, dont 2 en urgence absolue. Avant de reprendre le débat, Philippe Bilger, je voudrais vous poser une question, Philippe Bilger. Vous avez requis dans de très nombreux procès d'assises, on peut le dire. Est-ce qu'à votre époque, ça arrivait si souvent que ça, des attaques inattendues venant de nulle part, l'un en voiture, l'autre à coups de couteau, le troisième en camion, est-ce que ça arrivait si fréquemment que ça? Parce que je rappelle que dans ce cas, le parquet national antiterroriste n'est toujours pas saisi, même si l'individu a crié Allahu Akbar devant les gendarmes qui allaient l'interpeller. Votre question est très pertinente, Philippe. En réalité, d'abord, je n'avais pas les affaires de terrorisme. J'en ai une ou deux, mais je n'aimais pas trop les jurys spéciaux. Et deuxième élément, je pense qu'il y a eu une évolution de la criminalité, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup d'affaires de ce type. J'avais des affaires d'une certaine manière plus prévisibles sur le plan criminel. Tandis que là, vous l'avez très bien dit, ça surgit comme une terrifiante surprise et c'est lié probablement au terrorisme. Sébastien Ménard. Vous trouvez pas que... Alors vous avez parlé des problèmes mentaux ou psychiatriques de certains, mais que là, ça fait vraiment beaucoup quand même depuis un nombre d'années même. Mais la société dans laquelle on vit produit des tarés. Enfin, faut quand même qu'on se le dise. Vous avez bon, je ne vais pas faire mon gauchiste de base, ce que je ne suis pas et n'ai jamais été, mais vous avez un manque de suivi psychiatrique abyssal dans un pays ultra civilisé. Pour le moment, la personne qui a été arrêtée, on n'a pas d'infos s'il a eu des antécédents. Je ne parle pas de cet individu. Vous m'interrogez. Oui. Donc je vous réponds. Là, je parle sous le contrôle de Monsieur Bilger. Vous avez parmi toutes celles et ceux auxquels vous avez été tout au long de votre carrière confrontés, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un affaiblissement de la structure psychologique globale et individuelle. On a des gens de plus en plus fragiles, d'accord, des gens qui ont des repères de plus en plus flous à l'ordre établi, à l'ordre social. En clair, les gens n'ont plus de barrières, les gens n'ont plus de limites, les gens n'ont plus de garde-fous. Il n'y a plus de surmoi, comme on dit en psychanalyse. Appelez ça comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ces manques de repères, la raison pour laquelle on est quand même quelques-uns sur cette antenne, et au-delà, j'espère, à redemander la réaffirmation depuis le très jeune âge d'un certain nombre de repères, inculquer un certain nombre de valeurs, tout ça est frappé quand même au coin du bon sens. Alors quand effectivement vous avez des zones de total non-droit, que vous avez des gens qui sont complètement hors circuit, contrôlés par personne, en total roue libre, dans leur vie personnelle, professionnelle, intellectuelle et psychiatrique, évidemment, la société laisse faire et produit de plus en plus de tarés. Philippe Bilger, oui, vous voulez réagir ? Nous avons été ensemble aujourd'hui, Philippe, dans une autre télévision, oui. Et il était intéressant de voir que nous sommes tombés d'accord sur le fait que des êtres, lorsqu'on commet des actes comme ça, à l'évidence, on a une structure déséquilibrée, voire des troubles de la personnalité, mais en même temps, on a constaté, et il y avait un accord là-dessus, qu'on peut avoir une parfaite rationalité dans l'organisation, la préparation. Et absolument. Bien sûr, mais pour le moment, le PNAT, comme on dit, le parquet national antiterroriste, n'est pas saisi, alors que l'intéressé, je le dis, a dit Allahu Akbar au moment d'être arrêté. Qu'est-ce qui fait Est-ce que le parquet national antiterroriste ne poursuive pas parce qu'il pense que c'est peut-être autre chose, nous observons le Allahu Akbar? Pas d'amalgame, ça s'appelle pas d'amalgame. Pas d'amalgame, oui. Où on va regarder plus en détail, évidemment, ce qu'il y a dans son ordinateur, ce qu'il y a dans, comment ça s'appelle, son téléphone portable, etc. C'est ça qui va faire que, oui ou non. Et est-ce qu'il est vraiment indépendant, le PNAT? Ah oui, enfin... Je défends beaucoup la magistrature ces dernières semaines, mais je crois qu'il est indépendant et vous avez vous-même donné la réponse à votre question, c'est qu'il accumule le maximum d'informations et de données, et d'ailleurs, d'autant plus qu'il faudrait faire attention en n'appliquant pas systématiquement l'étiquette terroriste, sinon on banalise ces actes-là. Donc il vérifie bien à partir des données que vous
vous avez évoqué, si on a affaire vraiment à un dessein criminel, c'est clair, mais terroriste en plus, on le verra. Sébastien Ménard, est-ce que vous y croyez, vous, à ces cas? Alors, il y en a eu plusieurs, mais moi, je me pose des questions. On va sur Internet et on se radicalise en 24 ou 48 heures. Est-ce que ça vous paraît plausible? Moi, oui. Pourquoi? Parce que vous avez... regardez autour de vous. Sur des gens qui ne sont pas impactés par le terrorisme international, mais qui colportent un certain nombre de faits, de légendes, etc., et qu'on qualifie de complotistes. Enfin, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont vrillé en regardant une vidéo, en cherchant, etc., etc. Donc, sur des sujets beaucoup plus anodins, moi j'ai des gens qui autour de moi, des gens extrêmement sérieux, peut-être même qui m'écoutent, ils sont persuadés que Madame Macron est un homme. Vous imaginez? Oui. Et parce que on en a parlé régulièrement. Et donc je me dis que si des gens que je connais, qui sont bien construits, bien entourés, et qui ont en tout cas sur le papier une santé mentale des plus équilibrées, sont capables de vriller avec un article, un machin, une vidéo d'un influenceur. Mais je me dis, mais évidemment que des esprits plus faibles, un peu conditionnés ou ayant des prédispositions à être facilement conditionnables, vrillent rapidement. Enfin, moi je suis pas étonné, hein. Pas du tout. Merci beaucoup à tous les deux. Et ce sondage qui se solde d'Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous dites oui, désormais à 89,6%. Tout de suite, on n'y croit pas avec François-Louis Bourneau. Les vraies voix Sud Radio. Et François-Louis, bonsoir. Bonsoir Philippe. Un HLM va être construit dans le parc d'une propriété classée. Ça se passe du côté de la banlieue lyonnaise. Difficile d'y croire, mais à Tassin, la demi-lune, dans la banlieue de Lyon, la préfecture veut construire 3 immeubles de 63 logements dans le parc d'une propriété classée du XVIIe siècle. Oui, mais c'est pas tout. La commune, elle est en carence de logements et n'a plus la faculté de délivrer des permis de construire. Une situation qui est quand même assez embarrassante, comme va nous l'expliquer Julien Rang, qui est élu de Tassin la demi-lune et de la métropole de Lyon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, comment on explique qu'un projet immobilier comme celui-ci, qui peut être dérangeant pour certains, moins pour d'autres, a pu être validé sur un site classé? On rappelle que c'est la préfecture justement qui a validé en fait ce projet. Tassin la demi-lune fait partie des rares communes qui ont été carencées en France et surtout dont on a coupé en fait la compétence urbanisme. C'est-à-dire que le maire de Tassin, Pascal Charmeau, ne peut plus depuis 2 ans délivrer des permis pour des immeubles. Donc ça, c'est une punition qui est historique et qui est assez inédite en France. Il y a de très rares communes qui l'ont été. Et de fait, les habitants, ils en paient forcément le prix aujourd'hui, puisqu'il y a plein de programmes immobiliers qui, en ce moment, poussent dans toute la ville. Et il y a d'autres cas, évidemment, en France, parce qu'on ne peut plus être en mesure de négocier des projets immobiliers avec les acteurs concernés, dont l'État, qui est forcément toujours plus fort qu'une commune. Donc ça veut dire qu'en fait, la préfecture, quand elle gère ce genre de dossiers qui, comme vous l'avez dit, sont assez rares, ne fait pas forcément attention sur le terrain, par exemple, sur lequel va être implanté un HLM, par exemple. C'est-à-dire que la préfecture a ses propres intérêts. On a un logement qui aujourd'hui devient inabordable. Elle a forcément un intérêt à construire, qui rentre parfois complètement en contradiction avec les intérêts locaux, les intérêts des habitants, les intérêts des communes aussi parfois. Et forcément, dans cette politique-là à conduire, elle se met à délivrer des permis de construire quand elle en a la possibilité, puisqu'il n'y a plus de frein légal qui permet effectivement de s'opposer au projet. Ouais. C'est un peu David contre Goliath, si vous voulez, mais cette fois Goliath c'est un bazooka, quoi. Donc forcément c'est un peu compliqué. Effectivement. Qu'est-ce qui rend cette propriété de Rieussec si particulière, Julien Rang? Moi, je ne m'arrêterai pas spécifiquement à ce projet uniquement, parce qu'en fait, c'est un projet et il y en a plein d'autres dans la commune en ce moment. On peut citer le projet de la Pave, et il y en a d'autres même dans cette rue, d'ailleurs, avec d'autres propriétés qui ont aussi un intérêt patrimonial. Donc en réalité, là, on est face à l'application d'une politique et à la fin d'une, si vous voulez, où les acteurs ne dialoguent plus, et où donc forcément, les intérêts sont complètement contradictoires, et à la fin, ceux qui en paient les pots cassés, c'est forcément les habitants. Merci beaucoup, Julien Rang. Je rappelle que vous êtes élu de Tassin la demi-lune et de la métropole de Lyon. Merci beaucoup. La capitale des Gaules, Lyon. Dans quelques instants, le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger. L'Institut Gustave Roussy a obtenu gain de cause contre une famille. Sébastien Ménard. Pourquoi tant de Shane? Et pour le mien, ce sera le déconcertant Doudou Cross Bitume, parce que ça, c'est un truc complètement incroyable. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Les vraies voix, aujourd'hui des vraies voix spéciales, puisqu'à 19h vous retrouverez pour les vraies voix de l'immobilier Sylvain Lévy-Valency et sa bande en direct du salon Rent à la porte de Versailles à Paris. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger et Sébastien Ménard. Et c'est l'heure de ce moment où on déguste encore mieux les jingles de notre ami Maxime, le tour de table de l'actualité. Allez la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé? Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table De l'actualité. On va donc commencer avec le Harrison Ford des vraies voix, alias Voilà. Philippe Bilger. Alors, un tour de table lourd d'ailleurs. Oui, absolument. Un homme à Melun est atteint de lésions cérébrales irréversibles et sa famille refusait qu'on arrête le traitement. Et il y a un tribunal administratif de Melun a donné raison à la famille, mais le Conseil d'État a infirmé la décision du tribunal administratif en considérant qu'il fallait interrompre le traitement parce que le contraire aurait relevé d'une obstination déraisonnable. C'est une des premières fois on donne raison à un institut prestigieux, Gustave Roussy, contre la demande de la famille qui se voit désavouée puisque on va arrêter le traitement dans la mesure où c'est fondamental. Il fallait une assistance respiratoire et c'était irréversible. Sébastien Ménard, si maintenant ça se passe entre les familles et les hôpitaux devant les tribunaux, ça va être compliqué, non? Pour la fin de vie. C'est déjà le cas. Enfin, oui, mais là, c'est déjà le cas. Et si on assiste effectivement à une américanisation de ce type de situation, oui, c'est toujours. Enfin, c'est des sujets extrêmement compliqués parce que ça touche à l'intime, ça touche à la famille, ça touche à la fin de vie. Donc voilà, moi j'ai peu de commentaires à faire là-dessus parce que je peux comprendre ce que l'institution, ce que l'établissement préconise. Qui est parfois pas nécessairement audible pour une famille qui souhaite faire en sorte que la vie se prolonge de quelle que soit la manière. Oui. Mais est-ce que ça pose pas quand même la question qu'il faut faire une loi sur la fin de vie, Philippe Bilger? Sûrement. Alors maintenant, on peut faire des demandes auprès notamment d'un notaire, hein, c'est la loi Leonetti, etc. Ouais, tout à fait. Et est-ce que quelque part, ça prouve pas qu'il faut vraiment prendre ses précautions tant qu'on est en bonne santé? En état, d'autant plus que ce qui peut prêter à débat, c'est le fait que on donne raison, en l'occurrence, juridiquement, administrativement, contre l'avis de la famille qui, comme l'a dit Patrick sur le WhatsApp, là, en effet, devrait, d'une certaine manière, avoir priorité. Sébastien Ménard, pourquoi tant de shame? Ben oui, pourquoi tant de shame et pourquoi tant de haine à l'encontre de cette plateforme chinoise marchande mondiale? Pourquoi? Tout simplement parce que, enfin, dirais-je, il faut des faits d'une extrême gravité morale. Il faut des faits d'une extrême gravité, par extension criminelle, puisque cette plateforme de vente chinoise a laissé sur le territoire français, accrochez-vous bien, la vente à domicile de poupées pédopornographiques. Je ne savais même pas que ça existait. Il y avait déjà eu des cas voilà. Avant. Vous voyez, moi je tombe de l'armoire. Enfin, voilà, donc Donc voilà, et j'entends des gens se dire que Shein est une plateforme marchande comme les autres, d'intermédiation, qui est effectivement susceptible d'accueillir le meilleur comme le pire. Et je trouve pas ça excusable. Voilà, donc je suis plutôt content que le Premier ministre Sébastien Lecornu ait demandé une suspension du site Shein en France, parce qu'en fait, face à ces géants, je dirais du commerce en ligne, la seule possibilité, quelque part, de les réguler, c'est soit une fiscalité prohibitive, soit de couper le signal. Voilà. Ça. Donc il n'y a pas 50 solutions. Et quand je vois que la réponse... Je rentre même pas dans la polémique, faut-il ou pas dans les magasins BHV, etc., vendre du Shein. Je ne rentre même pas dans cette polémique-là. Ils ont le droit, à mon avis, de vendre, de pas vendre. On va en parler de toute façon tout à l'heure. Non, mais BHV a le droit de faire ce qu'ils veulent. Tout ça me pose pas de problème. C'est le libre commerce. Mais vendre des poupées
pédopornographique. Je trouve ça scabreux. Et que la réponse, accrochez-vous, parce que c'est ça le pire, pourquoi tant de Shein? Mais Shein dit, on a le commerçant tiers qui fournissait sur cette plateforme ces poupées pédopornographiques, nous l'avons suspendu en France. Je crois rêver. Parce qu'ils le vendent peut-être en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, je crois rêver. Voilà, donc c'est à la fois le citoyen, c'est à la fois l'éditorialiste et le papa qui pense que tout ça est abject et que pourquoi tant de Shein et de haine contre Shein, vous avez la réponse. Nous sommes bien d'accord. Philippe Bilger, un mot à dire là-dessus? Non, mais je rejoins absolument ce que vient de dire Sébastien et j'ai apprécié, je l'ai dit avant-hier, la rapidité des réactions du gouvernement et des ministres. Alors moi, mon tour de table, il est un peu plus léger. Vous avez vu, le casse du Louvre, on a commencé à arrêter pas mal de monde. Heureusement, vous êtes bien lourd pourtant. Merci. On a arrêté pas mal de monde. Et là, il y a quelqu'un, Abdoulaye N, 39 ans, qui est plus connu sous le nom de Doudou Cross Bitume. Alors là, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé Dodo la Saumure dans l'affaire du Carlton de Lille, le truc qui vraiment ne peut pas s'inventer tant c'est grotesque. Et plus ça va, plus l'enquête du Louvre, on se dit que c'est vraiment tout et n'importe quoi. Alors, le personnage, c'est une légende du cross bitume 93 Aubervilliers, c'est comme ça qu'il se présente sur Instagram. Il fait également du street workout, alors c'est de la musculation en ville. Il fait du cross bitume. Alors, il a été mis en examen là pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs. Il fait partie des 4 suspects écroués. On a retrouvé son ADN sur l'une des vitrines fracturées, sur des objets abandonnés sur place et même sur l'un des 2 scooters qui a permis d'avoir sa fuite. Alors en plus, il est chauffeur de taxi clandestin et déjà connu de la police pour des vols aggravés. Il doit être jugé le 17 avril à Bobigny pour des dégradations remontant à 2019. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'on est bien loin des génies vantés. On nous disait que ceux qui avaient réussi ce casse, c'était les nouveaux Spadjari. Vous vous rappelez peut-être le casse de Nice, le week-end prolongé du 14 juillet 1976. Et on rigole en se disant, alors je me rappelle Jean-Michel Ribes, le patron de théâtre, qui disait que c'était un coup des Russes pour humilier la France. Alors désolé, à ce que je sache, Aubervilliers, aux dernières nouvelles, ne se trouve pas en Russie. Et ce n'est pas... on nous a parlé à l'époque, rigolé, enfin c'est pas si vieux que ça, de Arsène Lupin, mais ce serait plutôt les pieds nickelés. Alors c'est un terrible camouflet, moi je trouve, pour la direction du Louvre, parce que se faire piéger par des Spadjari, pourquoi pas, mais alors se faire piéger par des pieds nickelés, là c'est vraiment insupportable. En même temps, Philippe, l'idée initiale paraissait assez géniale sur le plan de la transgression criminelle, quoi. Oui. Ça paraissait d'une telle limpidité, d'une telle simplicité qu'on se disait qu'il y avait peut-être une intelligence perverse derrière. La manifeste bandon, hein. Ce qui est, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Paris, Paris est devenu un enfer pour les automobilistes et même pour les cyclomotoristes. Et moi, en fait, je suis passé devant et je me suis dit, finalement, si je garais mon scooter, si je garais mon super scooter à l'endroit même où ils ont placé la nacelle... Il se fait enlever dans les 10 minutes qui suivent. Exactement, mon cher Philippe David, quelle est l'espérance de vie de mon scooter? Évidemment, nonobstant l'amende, évidemment importante, la galère pour retrouver le truc. Là, les mecs ont garé une nacelle, tranquille, ils ont fait leur micmac, ils sont rentrés dans le musée du Louvre, ils sont sortis, ils sont partis. Avec des uniformes. Mais garer une nacelle à cet endroit-là, c'est ça qui est complètement dingue. C'est complètement dingue. On vit dans un truc complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez effectivement une bande de pieds nickelés de Seine-Saint-Denis qui décide de s'attaquer au plus grand musée du monde, d'accord? Comme dans les films. Hein, c'est pas George Clooney, c'est pas Ocean Eleven. Et les mecs, plutôt George Clooney. Non, mais les mecs, ils rentrent, ils sortent et ils prennent quoi? Les joyaux de la couronne. Enfin, c'est juste incroyable. Extraordinaire. Bon, on sait maintenant que le FSB, l'ex-KGB, recrute à Aubervilliers, si on en croit Jean-Michel Ribes. Ça, c'est quand même un sacré scoop. Merci pour ces tours de table de l'actualité, les amis. Et nous avons un gagnant. Direction... C'est moi. J'ai pas gagné aujourd'hui? Ah non, c'est pas vous. Direction le pays de Gascogne, le magnifique département du Gers. Bonsoir, Fabien. Bonsoir. Vous nous appelez de Mauroux dans le Gers, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ça se trouve dans quel coin du Gers, Mauroux? Plutôt vers Auch, vers Mirande, vers Florence? Non, plutôt vers Florence. Ah, vers Florence, donc le nord du département. Voilà, la Lomagne, Saint-Clair. Ah, la Lomagne, bien sûr, magnifique beau Lomagne, avec sa spécialité, l'ail de Beaumont, qui est absolument fabuleux.
Alors, vous avez envoyé, Philippe Bilger, ne riez pas, vous avez la fête de l'ail au mois de juillet, où vous avez le concours du meilleur tourin, c'est extraordinaire. Mais c'est votre culture gastronomique qui m'emballe surtout. Alors, vous avez joué en envoyant Sud au 72018 par SMS, et vous avez gagné un projecteur Tikino, c'est la boîte à histoire, qui fait voir les choses en grand, notamment pour les 3 à 10 ans. Ce projecteur révolutionnaire qui est ergonomique, robuste, sécurisé et fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Vous pourrez regarder tout ça au plafond ou sur un mur. Il y a de la méditation, des contes, du yoga, de l'anglais. Magnifique. Ah ben oui, parfait, oui. Vous êtes un auditeur fidèle de Sud Radio ? Eh ben je sais, oui. Ah bah parfait. Et vous écoutez les vraies voix en rentrant du travail, une fois à la maison, dans quelles conditions ? Dans le tracteur. Dans le tracteur. Ah, vous produisez quoi exactement ? Oh, des céréales et de l'élevage. Ah magnifique, des canards du Gers, des bovins ? Non, des vaches, oui. Des vaches. Ah, quelle race ? Blonde d'Aquitaine et limousine. Oh, blonde d'Aquitaine et limousine pour les amateurs de viande, là c'est parfait. Eh bien bravo Fabien de Mauroux, et on embrasse tous les agriculteurs et éleveurs et agriculteurs, céréaliers, etc. qui nous écoutaient sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va parler à nouveau de Chine, mais sous un point différent, avec François-Louis Bourneau dans l'info en plus. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix exceptionnelles ce soir, puisque nous terminerons à 19h pour partir au Salon Rent pour les vraies voix de l'immobilier, animé par notre ami Sylvain Lévy-Valency, que vous retrouvez d'ailleurs tous les samedis matins sur Sud Radio. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Sébastien Lecornu a engagé une procédure de suspension de la plateforme Shein. L'objectif est simple, forcer le géant chinois de la fast fashion à prouver que ses contenus respectent les lois françaises en matière de sécurité, de conformité et de contrôle des ventes. On est avec Pierre Talamon, qui est président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, pourquoi suspendre justement Shein en France ? Quelle est cette volonté du gouvernement concrètement ? Expliquez-nous. La volonté du Premier ministre, c'est de remettre à niveau les produits vendus par ce pure player, Shein, puisque les produits ne sont pas aux normes européennes. Donc, si vous voulez, c'est tout simplement essayer de remettre de l'ordre dans la maison, parce que on subit un dumping à 3 niveaux, si vous voulez, un dumping fiscal déjà. Puisqu'il n'y a pas de taxe douanière encore à ce jour aux frontières européennes. La TVA, on ne sait pas ce qu'elle devient. Bon, il n'y a pas de charge. Ouais. Il y a un dumping environnemental. Avec en fait un acteur de toute façon hors norme qui est le premier à employer le plus de polyester par rapport aux autres. Donc je rappelle que le polyester c'est du plastique et que ça finit en microfibre. Ça finit en microfibre dans nos machines à laver et dans la chaîne alimentaire. Donc si vous voulez, on peut pas continuer de cette façon-là, et avec évidemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à savoir les objets pédocriminels, qui sont absolument abjects. On est d'accord que c'est pas ça qui va freiner l'industrie chinoise, mais est-ce que ça peut quand même un petit peu aider, parce que on ne parle que de Chine en ce moment, on l'a vu tout à l'heure avec Sébastien Ménard, on ne parle que de Chine, mais est-ce que ça peut vraiment avoir un impact de suspendre Chine en France sur cette industrie chinoise il n'y a pas que Chine d'ailleurs, il y a aussi Temu, on en parle beaucoup. Oui. Alibaba, AliExpress, etc. Oui, absolument. Ils sont plusieurs. On parle vraiment des pure players, et si vous voulez de ces grandes marques chinoises qui nous envahissent de produits low cost. Je vous rappelle pas les chiffres, vous les connaissez. C'est 600 avions par mois, c'est 2 millions par jour de petits colis qui nous arrivent en France. Vous avez dit 600 avions par mois ? Oui. C'est complètement fou.
Oui, c'est de cet ordre-là. C'est 4 milliards. C'est maintenant, on doit être à 5 milliards de colis sur l'Europe. Donc, si vous voulez, ça devient sont des chiffres qui sont absolument astronomiques. Donc, il faut freiner tout ça parce que ça casse notre commerce. Déjà que notre industrie, elle est moribonde, mais alors là, si c'est pour que la Chine passe, si vous voulez, de l'usine du monde au magasin, un magasin du monde, voilà, c'est ça. Pierre Talamon, Sébastien Ménard vous pose une question. Oui, une fois qu'on a dit ça, je partage votre analyse, votre combat, mais pour être extrêmement concret, quand on a une baisse du pouvoir d'achat de nos compatriotes, des gens qui nous entourent, et que ces gens veulent s'équiper, équiper leur maison, veulent consommer, veulent s'habiller, etc., et qu'ils ont de moins en moins de possibilités parce que les prix sont chers. Enfin voilà, vous achetez du Made in France ou même, j'ai envie de dire, de l'équipement pour la maison, vous achetez des câbles informatiques dans des grandes enseignes françaises. Beaucoup ne sont pas aux normes. Hein, non, mais d'accord, mais il y a aussi des choses. Mais il y a aussi des choses aux normes. Voilà. Et quand vous avez des choses aux normes qui sont vendues 3 fois moins cher sur ces grands sites marchands et qui arrivent chez vous en 24 heures, comment vous voulez lutter? Pierre Talamon. Je pense qu'il faut communiquer, il faut absolument communiquer aux citoyens et faire comprendre que quand ils achètent un produit à ce niveau-là et qui n'est absolument pas contributif aux finances publiques, finalement, il sabote son modèle social, c'est-à-dire la sécurité sociale, sa retraite, etc. Je vous coupe, pardonnez-moi, mais quand vous avez ce même consommateur qui est ponctionné matin, midi et soir et qui contribue déjà très fortement, je dirais, au système global, public, c'est très compliqué de lui dire qu'il va payer ses câbles informatiques 3 fois plus cher. Pierre Talamon. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais il faut absolument, si vous voulez, quand on a une industrie ou un commerce qui est mal en point, en ce moment c'est difficile, on ne rajoute pas du poison en plus. Et là, vous parlez vraiment d'acteurs économiques, ces pure players qui sont un véritable poison pour notre commerce. Il ne faut pas opposer à ces pure players le Made in France. Là, vous prenez déjà quelque chose qui est forcément beaucoup plus cher. Mais en magasin physique, vous avez au moins la fast fashion qui propose des prix qui ne sont pas si éloignés, d'accord, mais qui contribuent aux finances publiques. Je ne vais pas citer de marque, mais il y en a beaucoup. Et tout à l'heure, moi j'ai des journalistes, vos confrères de BFM qui m'ont apporté des produits du BHV qui sont absolument immondes, vraiment du 100% polyester. Si vous voulez, les prix sont 30 ou 40% plus chers déjà que sur le site. Ah oui, donc c'est vraiment pas si gagnant que ça. Merci beaucoup, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Et on part, merci à vous, et on part au salon Rent. Bonsoir Sylvain Lévy-Valency. Sylvain ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Comment allez-vous ? Alors, il y a beaucoup de monde, ça s'entend, beaucoup de bruit. Oui, alors, non, mais là c'est une ambiance absolument déchaînée. On est ici, porte de Versailles, en direct, avec les vraies voix de l'immobilier que l'on va faire. Mon cher Philippe, on a beaucoup de choses à échanger avec vous. C'est parfait. Alors, c'est jusqu'à 20h. Rapidement, en 15 secondes, quel est le programme ? Alors, au programme, on va voir comment, finalement, l'intelligence artificielle, on va essayer de déconstruire l'idée que l'intelligence artificielle va modifier notre façon de vivre et on aura des androïdes qui feront le travail à notre place. Non. On va voir comment l'innovation, au contraire, peut enrichir notre vie et améliorer le logement des Français et l'expérience que l'on a dans son habitat, mon cher Philippe. Eh bien, c'est ce soir sur Sud Radio, dans quelques minutes, de 19h à 20h, en direct du Stadion Rent, sur le plateau Rent Channel, au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Merci Philippe Bilger, merci Sébastien Ménard, merci François-Louis, Antoine, Maxime et Aurore. Philippe, merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Thomas Binet pour les incontournables de la crypto-monnaie. Faites attention, c'est votre argent.